J'encouragerai tous vos auditeurs et les personnes qui regardent ceci. Lorsque vous essayez de comprendre ce qui se passe, tout ce que le gouvernement américain, vous dit à propos de cette guerre, partez du principe que c'est un mensonge. L'Iran a 1 million de soldats. Eh bien, selon la sagesse militaire conventionnelle, si vous allez attaquer une force qui est essentiellement en position de défense, vous devez avoir un avantage numérique de 3 contre 1, voire 4 contre 1, en effectif. Nous n'avons pas la puissance militaire pour imposer un changement de régime. Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Monsieur Larry Johnson, ancien analyste de la CIA reconnu pour sa vision remarquable de la guerre, de la CIA et du fonctionnement du gouvernement américain. Larry, je te souhaite à nouveau la bienvenue au studio. Écoute, j'apprécie vraiment l'invitation et je suis content que tu aies pensé que ça valait la peine de me faire revenir. Absolument. Eh bien, Larry, nous avons reçu tellement de retours incroyables de la part de nos fans dans notre communauté. Beaucoup de gens ont dit que c'était la meilleure interview qu'ils aient vue sur l'Iran. En voyant la situation évoluer, je me suis dit qu'il fallait te faire revenir au studio. Tant de nouveaux développements ont eu lieu et tout change chaque jour. Larry, je veux avoir ton avis alors qu'on arrive au week-end en ce moment et qu'on assiste simplement à une intensification de la guerre. Tu sais, quelles sont tes premières impressions en ce moment alors qu'on approche des 2 semaines de cette nouvelle guerre au Moyen-Orient? Oui, donc jour après jour, nous sommes maintenant dans la 3e semaine de cette guerre, du moins selon l'heure à Téhéran. Il est maintenant minuit 30. Donc cela signifie que la 3e semaine de cette guerre a commencé en Iran. J'encourage tous vos auditeurs et les personnes qui regardent ceci, lorsque vous essayez de comprendre ce qui se passe, tout ce que le gouvernement américain, vous dit à propos de cette guerre, supposez que c'est un mensonge. Laissez-moi vous donner un exemple. Aujourd'hui, il a été annoncé qu'un KC-135, un avion citerne utilisé pour ravitailler en vol des avions de combat comme le F-35, s'est écrasé. Ne posez plus de questions. Il s'est écrasé. Il n'a pas été abattu. Il s'est écrasé. D'accord. Écoutez. La plupart des Américains de plus de 15 ans comprennent que les avions peuvent s'écraser au décollage parce qu'un moteur tombe en panne, qu'ils sont trop lourds, quelque chose comme ça. Donc, ils s'écrasent au décollage. Il peut s'écraser à l'atterrissage parce qu'il y a eu un problème mécanique avec l'avion, comme le train avant qui ne descend pas, etc. Mais normalement, les avions ne volent pas simplement dans le ciel pour ensuite s'écraser. Ils plongent soudainement vers la terre. Eh bien, ce que le ministère de la Guerre ne vous dit pas, c'est que cet avion a été abattu. Et il y avait un autre KC-135 qui suivait derrière et qui a vu le missile solaire qui a abattu l'avion. Ils l'ont vu être tiré, et l'avion derrière a pu prendre des mesures d'évitement pour ne pas être abattu lui aussi. Donc cet avion a été abattu par un système de défense aérienne. Le Pentagone ne veut pas dire cela, car il faudrait admettre qu'ils n'ont pas totalement supprimé les systèmes de défense aérienne et qu'il reste des vulnérabilités. Et en plus, pour aggraver les choses, cela porte maintenant le nombre total de morts au combat à 14. Si c'était un accident, ils ne seraient pas considérés morts au combat. Oh, c'était terrible, mais ce n'était pas un accident. Ils mentent à ce sujet. Ils mentent sur le nombre total de victimes. Nous avons vu il y a une semaine, mercredi, que le centre médical régional de Landstuhl en Allemagne, au nord-ouest de Stuttgart, a émis un avertissement, a publié une note disant essentiellement aux femmes enceintes qui prévoyaient d'accoucher dans cet hôpital d'oublier ça. Il est fermé pour les services obstétriques. Les obstétriciens ne travaillaient plus là-bas car ils devaient, je cite, se concentrer sur leur mission principale. Ah bon ? Eh bien, quelle est sa mission principale ? Ils ne l'ont pas précisé dans la note, mais la mission principale, c'est que c'est le centre de collecte des blessés de combat, là où arrivent les blessés de guerre. Et une fois qu'ils reçoivent un traitement immédiat à l'hôpital de campagne, ils sont transportés à Landstuhl pour y être soignés et stabilisés. Et une fois qu'ils sont stabilisés, ils sont ensuite transportés de Landstuhl à la base aérienne d'Andrews dans le Maryland, où ils sont ensuite emmenés au centre médical Walter Reed à Bethesda, dans le Maryland, juste à côté de Wisconsin Avenue. Donc, c'est ce qui se passait la semaine dernière. Et en fait, la base militaire voisine Kaiserslautern a publié
Un avis a été publié dans une annonce dans le Stars and Stripes. Un journal militaire, demandait « Eh, nous avons besoin de beaucoup de donneurs de sang. S'il vous plaît, venez et commencez à donner votre sang. » J'ai besoin de donneurs de sang. Eh bien, parce qu'ils ont beaucoup de blessés qui viennent du Moyen-Orient, du Golfe Persique. Et en plus de cela, il y a eu au moins 7 vols d'évacuation médicale différents depuis la semaine dernière. Donc, vous recevez un vol d'évacuation médicale à peu près tous les 2 jours. Donc, ce n'est pas un nombre de blessés incroyablement élevé au quotidien, mais c'est quand même assez important pour qu'il y ait eu besoin de 7 vols. Je suis sûr qu'ils volent étaient même pour 1 ou 2 personnes. Oui, oui. Encore une fois, Larry, c'est pour ça qu'on vous invite sur la chaîne, parce qu'en ce moment, vous savez, quand il y a une guerre, il y a toujours ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, n'est-ce pas? On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a bien sûr ce qui se passe sur le terrain, ce que les médias vous rapportent, et puis ce que des initiés et des experts géopolitiques comme vous sont vraiment capables de rapporter et d'expliquer. Et je comprends cela. Et je veux juste montrer quelque chose ici. Regardons cette diapositive parce que c'est justement sorti aujourd'hui sur CNN. L'administration Trump a sous-estimé l'impact de la guerre de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. C'est le gros titre qui sort aujourd'hui à l'heure où nous enregistrons. Et Larry, je voulais avoir votre avis là-dessus parce que maintenant, les médias rapportent que l'administration Trump n'avait pas anticipé que l'Iran serait réellement capable de fermer le détroit d'Ormuz. C'est une situation en évolution car le marché du pétrole a été très instable la semaine dernière, fluctuant constamment. Aussi, Scottie Pippen, le Trésor américain, a maintenant levé toutes les sanctions sur le pétrole russe, ce qui est assez intéressant parce que, vous savez, c'est une décision majeure du gouvernement américain de lever les sanctions sur le pétrole russe. Bien sûr, cela montre que nos réserves stratégiques de pétrole sont très basses, ce qui doit être une grande victoire pour Poutine. Êtes-vous d'accord? La Russie et Poutine profitent-ils vraiment le plus de cette guerre? Oui, Poutine gagne vraiment beaucoup d'argent. Rappelez-vous qu'avant le début de la guerre, la Russie vendait le pétrole à environ 59 $ le baril. Maintenant, on approche des 90 à 100 $ le baril. On estime que Poutine gagne plus de 150 millions. La Russie reçoit plus de 150 millions de dollars par jour. Par jour. Donc, ça va s'accumuler très vite. Ils vont atteindre 1 milliard de dollars en 10 jours, vous savez. 2 milliards de dollars en 20 jours. En un mois. Vous savez, ils engrangent 3 milliards de dollars supplémentaires par mois. Ce n'est pas mal. Mais il est important de comprendre ce qui s'est passé lorsque les gardiens de la Révolution ont fermé le détroit d'Ormuz. Et ils l'ont fait dès le premier jour, le jour même où ils ont été attaqués dans ce qu'on appelle une guerre d'agression. Le même crime, c'est un crime. C'est pour cela que les nazis ont été poursuivis à Nuremberg, pour avoir déclenché une guerre d'agression. L'Iran a fermé le détroit. Et en fermant le détroit, il n'y avait pas que le pétrole. 3 grandes matières premières en sortent. En plus du pétrole, le gaz naturel liquéfié provient principalement du Qatar. Cela représente 25% de l'approvisionnement mondial. Les États-Unis sont le plus grand fournisseur mondial, puis la Russie. Et je pense que le Qatar est le 3e. Et en plus de cela, l'urée. Et vous allez dire, eh bien l'azote, c'est de l'engrais. Le Golfe Persique représente 35% de l'engrais sur le marché mondial. Donc en ce moment, cela fait maintenant 14 jours que le Golfe Persique est fermé. Les produits ne sortent pas. Et par conséquent, oui, nous assistons à une flambée spectaculaire sur le marché du pétrole. Le Brent était maintenant au-dessus de 100 $. Maintenant. Et Trump a essayé de faire baisser les prix par ses déclarations. Oh non, cette guerre va bientôt se terminer. Non, ce n'est pas le cas. Mais les gens l'ont cru. Et donc, ils ont tout dit. Oh, ça va bientôt se terminer. Donc, tout va redevenir normal. Non, ça ne redeviendra pas normal avant longtemps. Cela pourrait durer jusqu'à 6 mois, peut-être moins. Mais tout dépend du temps qu'il faudra aux États-Unis et à Israël pour reconnaître qu'ils vont devoir conclure un accord avec l'Iran. Un accord qu'ils trouvent pour l'instant totalement inacceptable, mais que l'Iran va exiger, et l'Occident n'aura pas le choix. Nous n'avons pas d'option militaire pour rouvrir le détroit d'Ormuz, malgré ce que dit Pete Hegseth.
Aucune qui soit politiquement acceptable. Aucune qui puisse être menée sans subir de lourdes pertes. On entend dire maintenant qu'ils vont envoyer un contingent de Marines pour débarquer sur l'une des petites îles qui se trouvent là, dans le golfe Persique. Eh bien, est-ce que quelqu'un a prêté attention à ce qui arrive à des unités de 2500 hommes en Ukraine? Vous ne les voyez pas rassemblés ensemble, vous les voyez dispersés. Pourquoi? À cause des drones FPV qui les tractent et les tuent. Donc, si les États-Unis sont assez stupides pour déployer des troupes américaines sur l'une de ces îles, elles vont être décimées par des drones iraniens, sans parler des missiles et de l'artillerie. Ils peuvent également atteindre ces endroits. C'est Trump. Robert Barnes était juste avec Danny Davis. Et il est en contact avec des personnes haut placées au sein de l'administration Trump. Il pense que Trump est devenu fou, qu'il n'est littéralement plus sain d'esprit. Et donc, nous sommes dans une situation où le 25e amendement devrait être appliqué. Mais jusqu'à présent, à cause de la pression des sionistes, il s'accroche. Et il va entraîner ce pays encore plus loin dans une guerre qui va nous nuire gravement. Je prédis à ce stade, à cause de la spirale inflationniste qui va être déclenchée. Elle est déjà en cours, mais elle va maintenant empirer. Le prix du diesel a augmenté d'1,40 $ au cours des 10 derniers jours. L'essence. Je ne sais pas comment c'est là où vous vivez, mais là où je suis, à Bradenton, en Floride. L'essence, voyons voir. Dimanche, elle avait augmenté de 50 centimes. Mercredi, elle avait encore augmenté de 15 centimes, soit 65 centimes de plus par gallon. Et puis hier, ça a encore augmenté de 5 centimes pour atteindre 70 centimes. Donc voilà, en 5 jours seulement, ça a beaucoup augmenté. Ce qui inquiétait surtout, c'était l'impact de cette hausse sur le prix du diesel. Je veux dire, ça affecte vos courses, tout ce qui est transporté vers les supermarchés, les restaurants, Target, Walmart, BJ's, Price Club, tout. Les prix vont augmenter. Ils ont des coûts de carburant plus élevés rien que pour transporter ces marchandises vers ces endroits. Donc ça, vous savez, quand on déclenche une spirale inflationniste aux États-Unis, au moment même où les pertes d'emplois augmentent, elles ne diminuent pas. Donc nous sommes confrontés à ce scénario cauchemardesque de stagflation, où l'économie est en récession, et où l'on fait face à une spirale inflationniste qu'on ne peut pas arrêter. Oui, oui. En fait, je suis actuellement à Las Vegas, Nevada, Larry, et nous avons constaté une forte augmentation. Je conduisais pour aller au travail aujourd'hui et je pense que l'essence est à environ 4,40 $ le gallon en passant devant ma station-service locale ici, ce qui est significatif. C'était autour de 3,65 il y a environ une semaine. Nous avons donc constaté cette forte hausse. Je veux juste rappeler que 65% des Américains vivent d'une paie à l'autre. Cela touche vraiment beaucoup de gens très durement. Ça ne semble peut-être pas être un gros problème, mais quand on conduit un gros camion et qu'on doit, comme vous l'avez dit, gérer toute la logistique de nos supermarchés et restaurants, il n'y a pas d'autre moyen que de répercuter ces coûts. L'inflation va augmenter. Nous avons vu, je crois que c'était le rapport sur l'emploi sorti il y a quelques jours, 92 000 emplois perdus aux États-Unis. La croissance économique qui vient d'être annoncée était de 0,7. Donc, on voit presque les États-Unis en déclin sur le plan économique. Larry, j'ai une grande question ouverte pour vous. Les États-Unis ont-ils dépassé le point de non-retour ici? Avons-nous vraiment ouvert une nouvelle guerre dont nous n'avons tout simplement pas d'issue? C'est exact, oui. Eh bien, il y a une issue possible. L'issue possible serait de céder aux exigences de l'Iran. Et les exigences de l'Iran sont assez simples. Premièrement, vous devez lever toutes les sanctions pétrolières contre nous. Deuxièmement, payer des réparations pour tout ce que vous avez détruit. Nous ne pouvons pas chiffrer la vie des 1000 ou 2000 personnes tuées, mais vous pouvez au moins tenter de reconstruire une partie des infrastructures détruites. Et troisièmement, fichez le camp du golfe Persique. Vous ne pouvez plus être ici en position de nous menacer et de lancer des opérations militaires.
Nous n'avons pas encore pleinement conscience de l'ampleur des dégâts causés à l'Arabie saoudite, au Koweït, au Qatar, ainsi qu'aux Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis et le Qatar en particulier vont souffrir le plus, car Dubaï et Doha étaient devenus deux centres pour, appelons-les, la jet set. Les millionnaires du monde entier qui allaient y vivre parce que c'était sans impôts, mec. Il faisait plutôt beau. Et quand il faisait une chaleur infernale, tu pouvais au moins aller à l'intérieur profiter de la climatisation. Ils ne se rendirent pas compte à quel point ces sociétés étaient fragiles. Elles ne tiennent littéralement qu'à un fil. Le golfe étant fermé, l'approvisionnement en nourriture a été interrompu. Premièrement, ils auront du mal à y faire entrer de la nourriture fraîche. Ils dépendent de la dessalement de l'eau. L'Iran. L'Occident pensait que c'était une bonne idée. Les États-Unis ou Israël ont attaqué l'usine de dessalement de l'Iran, mais l'Iran n'a pas riposté. Autrefois, si vous attaquiez leur dépôt de pétrole, ils ripostaient sur le vôtre, œil pour œil, dent pour dent. Ils se sont abstenus de le faire, et je crois que la raison pour laquelle ils se sont abstenus, c'est qu'ils réalisent qu'une fois qu'ils détruisent ces usines de dessalement, des millions de personnes pourraient potentiellement mourir de soif. Ils n'auront plus de source d'eau. Cela va créer une véritable crise humanitaire. Donc pour l'instant, l'Iran a évité de faire cela. Mais la capacité des États-Unis à maintenir des opérations militaires dans la région, c'est terminé. Ils vont devoir le faire à partir d'autres endroits. Donc oui, ils continuent de bombarder l'Iran sans relâche. Remarquez, l'une des choses intéressantes, c'est qu'ils utilisent maintenant des bombardiers B-2 pour larguer des bombes au lieu d'utiliser les F-35. Et l'une des raisons à cela, c'est qu'ils ont perdu plusieurs ravitailleurs, en plus de celui qui vient d'être abattu in Ukraine. en Irak. Ils en ont perdu au moins 5 autres, à la base aérienne Prince Sultan. Ils ont donc perdu de nombreux ravitailleurs essentiels pour permettre aux avions de faire l'aller-retour vers la frontière iranienne. Oui, je vais juste ajouter ceci. Je vais ajouter un graphique ici. Nous avons en fait, ceci vient du New York Times qui détaille les types de navires qui ont été touchés chaque jour. L'OM, vous pouvez voir qu'au tout début de ce conflit, l'Iran s'en prenait clairement aux pétroliers. Ensuite, cela s'est un peu déplacé vers les vraquiers, les porte-conteneurs. Vous avez vu récemment, ces derniers jours, une très forte augmentation des attaques contre les vraquiers, les porte-conteneurs et, comme vous l'avez mentionné, les pétroliers. Donc, en regardant ce graphique sur le type de navires qui ont été touchés avec succès, enfin, c'est assez remarquable qu'ils soient capables de faire cela. J'aimerais avoir plus d'informations du point de vue militaire, car je sais que c'est votre domaine d'expertise en tant qu'analyste de la CIA. J'aimerais aussi que vous abordiez davantage les armes actuellement en jeu, ce qu'il reste à l'Iran, leurs actions et la façon dont les États-Unis et Israël s'y opposent vraiment. Sommes-nous dans une situation où les États-Unis et Israël manquent de munitions? Sommes-nous en train de manquer de munitions pour vraiment poursuivre cette conquête? Eh bien, séparons donc l'offensif du défensif. Du côté défensif, nous avons le missile Patriot, et nous en avons effectivement épuisé le stock. Nous n'en avons plus. Je ne crois pas qu'il reste des missiles PAC-3. Je sais, du moins d'après ce que j'ai compris, qu'une des bases, sans préciser laquelle, a épuisé sa capacité de défense aérienne. Et soyons clairs, malgré toutes les affirmations exagérées sur l'efficacité du Patriot et du THAAD, le missile de défense terminale à haute altitude, ils se sont en réalité révélés terriblement inefficaces. J'ai fait le calcul en revenant en arrière et en regardant les chiffres de production annuels. Donc si on remonte à la première année, en septembre 2015, les États-Unis ont produit, et jusqu'au 30 et 1 décembre 2025, les États-Unis ont produit un total général. Et ceci est l'estimation la plus haute. Cela aurait pu être inférieur, mais au moins 4620. Missiles, des missiles PAC-3. Quand on fait le calcul, si vous tirez 2 missiles par cible en 30, cela signifie qu'ils sont capables d'engager 2310 missiles. Donc, nous sommes d'accord sur le calcul. Eh bien, ils ont déployé des Patriots en Ukraine, et soi-disant,
les Patriots abattaient des missiles russes. Eh bien, la Russie a tiré plus de 12 000 missiles balistiques et missiles de croisière. Si les Patriots avaient abattu tous ceux qu'ils étaient capables d'abattre, cela signifie qu'il y a quand même environ 10 000 missiles qui sont passés. Donc on nous raconte, vous savez, appelons ça des balivernes, des mensonges sur l'efficacité de ces systèmes. De même pour le THAAD. Le THAAD, ils en produisent environ 79, 80 par an, à 12 ou 13 millions de dollars pièce. Et il faut quand même en tirer 2 sur une cible en 30. Si vous en produisez 80, vous pouvez en gérer 40. Jusqu'à présent, vous savez, il semble que l'Iran ait tiré bien plus de 1000 missiles. Les Patriotes ont servi à intercepter ces 1000 missiles. C'est plus de la moitié de la capacité totale produite depuis 2015. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc la défense aérienne, les soi-disant systèmes de défense aérienne, c'est un gaspillage d'argent. C'est vraiment le cas. Ils dépensent des millions. Et pour pouvoir abattre des drones qui coûtent 50 à 50 000 dollars, c'est juste ridicule. Les JDAM, il paraît qu'on en manque, d'après ce que je comprends. Et un JDAM, c'est une bombe planante. Elle a une portée maximale d'environ 40 à 50 miles. Un avion la largue. Elle parcourt 40 à 50 miles avant d'atteindre sa cible. Nous avons suffisamment. Nous avons pas mal de JASM, c'est un autre missile lancé depuis les airs. Celui-ci a en fait une portée d'environ 500 miles. Donc, nous n'en manquons pas. Les Tomahawks, oui, nous sommes en train d'en manquer. Nous n'en produisons que 80 ou 90 par an. Bon sang, ils en ont utilisé. Je crois qu'ils en ont lancé bien plus de 200, 300 au cours des 14 derniers jours. Donc, il y a certains stocks qui sont en train de s'épuiser. Et, vous savez, ce qui est révélé, c'est qu'une grande partie du budget de la défense des États-Unis a été dépensée pour des saloperies inutiles. Des systèmes d'armes qui, franchement, ne font aucune différence sur le champ de bataille. C'est ça. Ce que nous allons découvrir, j'espère, est pris que cela ne se produise pas. Si nous procédons à ce débarquement de Marines sur l'une de ces îles dans le détroit d'Ormuz, ils découvriront qu'ils sont incapables de se défendre contre des attaques de drones. Ils seront anéantis ou décimés, vous savez, avec un taux de perte approchant les 80 à 90%. Et nous apprendrons que l'époque où nous pouvions masser des forces et les garder regroupées. Non, cette époque est révolue. C'est l'une des leçons tirées de la guerre en Ukraine au cours des 4 dernières années et demie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la guerre progresse en fait si lentement selon certains. Parce que les Russes minimisent leurs pertes, ils dispersent leurs forces et ne prennent pas de risques inutiles. Ils ne subissent pas les pertes évoquées par l'Occident, mais les Ukrainiens en subissent bien. Et encore une fois, les Ukrainiens ont commis l'erreur de tenter de se regrouper et de créer une force massive lorsqu'ils lancent une attaque, et ils se font éliminer un par un. C'est ça. Oui, Larry, j'ai une statistique ici que nous allons présenter pour que notre public comprenne comment ce calcul fonctionne, que cela ait du sens. Les calculs militaires inquiètent de nombreux partenaires des États-Unis. Un missile intercepteur Patriot coûte près de 4 millions de dollars. Les États-Unis en ont produit environ 6 cents pour toute l'année 2025 et certaines estimations suggèrent que plus de 1000 ont déjà été utilisés en moins de 2 semaines de guerre. Comme tu l'as dit, je pense que les chiffres ne correspondent pas. Ça n'a pas de sens. Je te remercie d'avoir expliqué tout ça, tous les systèmes de défense, les missiles que nous avons. Et j'ai discuté avec le colonel Douglas McGregor plus tôt cette semaine. Un de ses points de vue était que l'Iran doit simplement survivre actuellement, n'est-ce pas? Et l'essentiel ici concerne vraiment, évidemment, les États-Unis et Israël. Pour atteindre leurs objectifs, ce sera bien plus difficile pour eux que pour l'Iran, qui doit seulement survivre. Et je pense que le problème ici, si on revient un peu au président Trump, je crois, comme tu l'as dit, que beaucoup de gens sont vraiment inquiets de ce qu'il dit réellement, de ses objectifs déclarés. Au début de la campagne, le changement de régime était l'objectif affiché, mais ils s'en sont vite éloignés. Maintenant, ce n'est plus leur position. Il semble vraiment que, selon moi, Trump n'a pas une idée claire de ce qu'il veut réellement accomplir.
Ma question suivante est, quel est l'objectif des États-Unis à ce stade alors que débute cette troisième guerre? Où allons-nous selon leurs perspectives et que cherchent-ils vraiment à accomplir? Eh bien, ce que nous voulons, nous ne pouvons pas l'obtenir. Nous voulons effectivement un changement de régime afin d'avoir quelqu'un au pouvoir en Iran qui nous obéira et nous permettra de profiter pleinement des réserves de pétrole et de gaz que possède l'Iran. Mais nous n'allons pas obtenir cela. Et nous n'avons pas la puissance militaire nécessaire pour imposer un changement de régime. On ne peut pas le faire uniquement avec la puissance aérienne. La puissance aérienne est très limitée. On ne peut pas le faire avec la puissance navale, parce que la marine n'ose pas s'approcher trop près des côtes iraniennes de peur d'être coulée. Il ne reste donc qu'une force terrestre. L'Iran compte 1 million de soldats, 1 million si on additionne la milice, les Bassidj, l'armée régulière et les gardiens de la révolution iranienne, les Pasdaran. Ils ont 1 million d'hommes. Eh bien, selon la stratégie militaire classique, si vous attaquez une force qui se défend, il vous faut un avantage numérique de 3 contre 1, voire 4 contre 1. Il nous faudrait 3 à 4 millions d'hommes. Nous avons 472 000 soldats dans l'armée de terre à travers le monde. Nous avons, je crois, 110 000 Marines. Alors d'accord, à combien ça nous amène? Vous savez, 590 000, presque 600 000, super. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver encore 2,4 millions de personnes. Combien de temps ça prendrait? Et puis, vous savez, comment vont-ils entrer en Iran? Comment allons-nous faire ça? On en a déjà parlé. Où regroupe-t-on les forces? On ne peut pas vraiment réunir une grande force. Il y a 23 ans, nous l'avons fait. Lorsque nous avons envahi l'Irak en 2003, nous avons rassemblé toutes nos forces en Arabie Saoudite et au Koweït. Ils craignaient qu'un missile Scud n'arrive, et en effet, un Scud est tombé. Il a causé des dégâts et tué des personnes. Globalement, ces troupes vaquaient à leurs occupations, s'exerçaient et faisaient du jogging. Ils ne feraient pas ça aujourd'hui. Les drones les traqueraient. Les missiles sont précis. Ils les élimineraient. Donc il faudrait les déplacer, les regrouper dans un endroit comme la Turquie peut-être, si la Turquie acceptait de coopérer. Mais ensuite, quand vient le moment du jour J, comment les amener de la Turquie jusqu'au point A? Je veux dire, déplacer une force d'une telle ampleur représente un énorme effort logistique. Et l'Iran est en position de la détruire et de la vaincre. Donc nous n'avons vraiment pas de solution avec des troupes au sol ici. C'est ça. Ça a du sens. Je pense que cela mobiliserait aussi vraiment une grande partie du public américain. Je pense qu'aux États-Unis, beaucoup de gens sont probablement tolérants, vous savez, vis-à-vis de l'opération jusqu'à présent, parce qu'il s'agit en grande partie d'une stratégie de défense aérienne ou d'une stratégie aérienne. Bien sûr, nous avons nos navires de guerre là-bas, mais je pense que mettre des troupes au sol serait catastrophique pour les États-Unis. Je veux dire, le point principal que vous soulevez est vraiment logistique. Comme vous l'avez mentionné, comment placer réellement les soldats au point A? Rien que cette première étape est déjà une tâche énorme à accomplir. Oui, donc vous savez, ce n'est pas faisable. Et les personnes qui parlent ainsi ne connaissent rien aux capacités militaires des États-Unis, et rien à la logistique. Je veux dire, supposons même que nous ayons des troupes à l'intérieur de l'Iran. Comment les soutiendriez-vous? Comment réapprovisionnez-vous en munitions et obus d'artillerie? Pour utiliser l'artillerie, il faut déplacer les pièces avec de gros camions. Ça veut dire qu'il vous faut du carburant. D'où viendra le carburant? Et pendant tout ce temps, vous supposez que l'Iran ne riposte pas. Ils vont absolument riposter. C'est pour ça que j'ai dit que les États-Unis n'ont pas de bonne option militaire pour contraindre l'Iran à faire ce que nous voulons. Mais l'Iran, du fait qu'il contrôle le détroit d'Ormuz et peut paralyser l'activité économique internationale. Ce faisant, ils arrivent à faire venir des pays vers eux pour leur demander « Et est-ce qu'on peut redevenir amis ?» L'Inde vient de le faire. Je pensais vraiment que l'Iran dirait à l'Inde d'aller au diable. Mais l'Iran, vous savez, le plan est intelligent. L'Inde est venue en gros supplier « Soyez notre ami. On est désolé. Nous aurions dû parler plus tôt. » Et l'Iran a dit « D'accord, eh bien nous allons travailler avec vous. Vous allez payer le prix fort, mais nous allons travailler avec vous. »
Donc l'Iran va construire, l'Iran va établir des relations avec d'autres pays afin de se sauver économiquement. Mais même si l'Iran permet à tous ces différents pays d'exporter leur pétrole, cela représente tout de même une coupure significative dans l'approvisionnement mondial. Et il ne s'agit pas seulement du pétrole, du gaz naturel liquéfié et des engrais. Ces trois éléments constitueront un triple coup dur pour l'économie mondiale. Mais certains pays s'en sortent bien. La Russie engrange de l'argent parce que, vous savez, c'est un grand exportateur dans ces trois catégories. C'est ça. Larry, j'aimerais vous poser une question sur la Chine, parce qu'on a entendu spécifiquement que, vous savez, cette guerre ne concerne pas l'Iran. Ce n'est pas à propos d'Israël, peu importe. Il s'agit vraiment des États-Unis qui essaient d'empêcher la Chine de se développer économiquement. Et évidemment, une grande partie du pétrole qui vient d'Iran va en Chine. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur cette hypothèse, n'est-ce pas? L'idée que cette guerre concerne plus la Chine que l'Iran. Est-ce que vous y croyez? Qu'en pensez-vous? Non, non. Cette guerre vise à sécuriser Israël et uniquement Israël. Et beaucoup d'analyses concernant la Chine sont tout simplement fausses. Vous savez, ils pensent que la Chine dépend du pétrole exporté du Golfe Persique. Non, ce n'est pas le cas. Il en exporte une grande quantité, mais regardez sa consommation globale. Et dans sa consommation globale, c'est une petite quantité. C'est environ 8%. D'accord. Donc la Chine produit aussi son propre pétrole, et par le passé, elle en exportait. Elle a stoppé ses exportations, et réserve leur pétrole à l'usage interne. Et il me semble me souvenir qu'il y a un autre pays dans le monde, qui, je crois, se trouve à la frontière nord de la Chine. Ce pays s'appelle peut-être la Russie. Et il me semble me souvenir que la Russie a un peu de pétrole et un peu de gaz naturel. Oui, donc, et ils construisent des pipelines. Tout cela va étendre et renforcer les relations économiques entre la Russie et la Chine. Précisément ce que les États-Unis ont passé 50 ans à essayer d'empêcher. C'était, vous savez, c'était Um, uh, comme cette scène dans SOS Fantôme, où il y avait Sigourney Weaver et Rick Moranis. Il fallait absolument les garder séparés, sinon ensemble, ce serait la fin du monde. Eh bien, c'était, vous savez, il fallait garder la Russie et la Chine séparées. Maintenant, nous les avons rapprochés, et leur relation devient de plus en plus forte, pas plus faible. Et en conséquence, cela affaiblit la position des États-Unis dans le monde, à la fois politiquement et économiquement. Ouais. Enfin, Larry, pour rebondir là-dessus, tu viens juste de le dire. Je veux dire, est-ce vraiment le cas? Je pense qu'au cours des dernières années, nous avons vu émerger une nouvelle chose, à savoir le nouvel ordre mondial, ou plutôt, nous devrions dire le monde multipolaire. Donc, un monde multipolaire. Et je pense, et c'était certainement le cas pendant de nombreuses décennies après la Seconde Guerre mondiale, c'était un monde unipolaire où les États-Unis contrôlaient vraiment tout, avaient une influence énorme sur le monde. Je pense qu'au cours des 5 à 7 dernières années, nous avons assisté à une forte accélération vers ce monde multipolaire où un pays comme la Chine est désormais une superpuissance. Elle est au niveau des États-Unis et veut une place à la table. Cela accélère-t-il le processus? Peut-on dire que le monde unipolaire est fini? Voici la multipolarité. Et l'avenir de notre monde va être à jamais bouleversé à cause de cette guerre. Eh bien, le contrôle des États-Unis est mort. Regardons donc les 10 plus grandes banques du monde. La Chine domine cette liste. Les 10 meilleures écoles d'ingénieurs. La Chine est en tête de toutes ces listes. La première école d'ingénierie américaine dans ce classement mondial, le MIT, est à la 13e place. D'accord. Donc en ce qui concerne le nombre d'ingénieurs et de diplômés en STEM, la Chine domine. Dans les catégories économiques les plus importantes qui régissent la production et l'industrie. La Chine dépasse les États-Unis de loin, voire de très loin. um, the La Chine contrôle les principales chaînes d'approvisionnement en matières premières. Ce n'est plus le cas des États-Unis. Donc la Chine est maintenant en train de devenir le centre économique du monde. Et s'associer avec la Chine va être essentiel pour les pays qui veulent rester économiquement viables. Il y a eu une analyse faite, vous savez, sur cette chaîne YouTube appelée Inside China Business. Et Kevin Wamsley, il a vécu en Chine pendant 15 ans.
Et il fournit toujours d'excellentes analyses. Et il a souligné qu'Elon Musk essaie de construire des robots qui vont concurrencer les Chinois, des robots humanoïdes, pour effectuer différentes tâches et des travaux de construction. Et il montre simplement que ce n'est même pas économiquement faisable pour Elon. Les Chinois ont un avantage significatif. Alors pourquoi la Chine soutient-elle l'Iran? L'Iran se trouve vraiment à un carrefour historique. Vous savez, il y a 2 millénaires, les commerçants empruntaient la route de la soie, entraient en Iran, puis traversaient l'Iran pour finalement atteindre la Méditerranée. Donc, l'Iran a toujours été un carrefour commercial important, et il occupe toujours cette position. Et la Russie veut en faire un corridor nord-sud. Donc, vous savez, cette guerre visait en partie à servir les intérêts d'Israël, mais aussi probablement à perturber cette avancée économique. Il y a 2 jours, il semblait que les BRICS allaient être un désastre pour les BRICS. Mais avec l'annonce aujourd'hui que l'Iran va aider l'Inde à obtenir un accès sécurisé au pétrole, cela montre qu'il y a un potentiel de division interne. Ils commencent à s'en occuper. Je pense que Modi reconnaît, un peu tard, qu'il a fait une chose très stupide en essayant de s'attirer les faveurs d'Israël et des États-Unis. Il réalise maintenant que ce sont des perdants. Ils vont perdre. Ouais, et je pense que pour les Indiens, je veux dire, ils font partie des économies à la croissance la plus rapide au monde. Donc, Tu sais, pour Modi, en tant que Premier ministre, il doit tout faire pour soutenir cette économie, ce qui signifie sécuriser l'accès au pétrole, n'est-ce pas? C'est l'épine dorsale de l'économie. Ça va être un moteur majeur. Et donc, je pense que c'est intéressant parce qu'on a toujours vu un rôle de l'Inde qui essaye toujours de jouer sur les deux tableaux, n'est-ce pas? Il voulait faire partie des BRICS, mais il voulait aussi maintenir une bonne relation avec les États-Unis, une sorte de double approche, si on veut. Et donc, mais je pense qu'au final, quand votre économie est l'une des plus dynamiques au monde et que vous avez besoin de pétrole pour la faire croître, vous allez conclure un accord. Et je suppose que c'est là qu'on va voir, comme vous venez de le prédire, beaucoup plus de pays venir à la table des négociations pour conclure un accord avec les Iraniens parce qu'ils vont devoir accéder à ce pétrole et à d'autres ressources du détroit, comme vous l'avez souligné. oui, c'est la perturbation économique de tout cela. Pourtant, les marchés sont dans le déni. Même si j'ai regardé plus tôt et que la bourse américaine s'est encore effondrée aujourd'hui, perdant encore 120 points. Tu te souviens quand Pam Bondi c'était il y a 3 semaines, se vantait? Ou c'était il y a 4 semaines? Eh bien, la bourse est à 50 000. Eh bien, maintenant, le Dow Jones est à 46 500. Eh bien, ça fait 3 500 points de moins en 3 semaines. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et je pense qu'il y a aussi comme un bémol là, parce qu'il y a eu une analyse qui parlait du marché boursier aux États-Unis et qu'il a en fait comparé à d'autres pays en développement dans le monde. Et je pense qu'à partir de l'année dernière, quand l'administration Trump voulait se vanter, d'accord, nous avons eu une année incroyable. Le Dow approche les 50 000, tout le monde gagne. C'est l'âge d'or de l'Amérique. Mais en réalité, quand on le compare à d'autres pays et à d'autres marchés boursiers, les États-Unis se classaient 21e sur 23 pays développés dans le monde. Donc, Vous savez, oui, d'accord, on peut dire que le Dow approche les 50 000. Lors de l'interview, elle a été questionnée sur les dossiers Epstein et a répondu, qui s'en soucie? Le Dow est à 50 000, c'est de ça qu'il faut parler. C'est de ça que nous devons parler. Mais bien sûr, maintenant, tout à coup, Trump perd un point majeur de sa présidence, qui était évidemment le succès de la bourse et tout ce qui s'y rattache. Larry, nous arrivons à la fin de notre entretien ici et j'adore vraiment vos analyses parce qu'elles sont brutes, elles sont sans filtre, ce sont des points de vue qu'on ne peut pas avoir dans les médias occidentaux. C'est pour ça qu'on a des chaînes YouTube, c'est pour ça qu'on a du journalisme indépendant. Alors, je voudrais simplement vous poser une autre question générale. Quelle est la plus grande erreur de calcul que l'Occident ait commise à propos de l'Iran jusqu'à présent? que l'Iran est un groupe extrémiste radical de musulmans engagés dans le terrorisme et la violence. C'est en soi le plus grand mensonge. As I Quand on revient en arrière et qu'on regarde l'histoire, le fait que, même si les États-Unis ont encouragé Saddam Hussein à commencer la guerre avec l'Iran en septembre 1980, Jimmy Carter était encore président. Zbigniew Brzezinski était son conseiller à la sécurité nationale.
Puis en 1983, l'administration Reagan a continué ce soutien. Un gars nommé Don Rumsfeld, vous en avez peut-être entendu parler. Il a rencontré Saddam Hussein. Il était l'un des intermédiaires pour fournir à l'Irak les précurseurs chimiques, utilisés pour produire des armes chimiques, des armes de destruction massive qui ont été utilisées contre l'Iran. C'était pendant cette période. Cela a commencé en août 83, et cela a duré 6 ans, et s'est terminé en août 1988. Pendant ces 6 années d'attaque, avec des armes chimiques fournies essentiellement par l'Occident, l'Iran n'a jamais riposté de la même manière. Ils n'ont pas développé d'armes chimiques. Ils n'ont pas utilisé d'armes chimiques. Et la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est parce que l'ayatollah Khamenei, ou Khomeini à l'époque, pensait que c'était un péché. C'était avant que Khamenei ne déclare que l'Iran ne construirait pas d'armes nucléaires. Mais l'Iran n'a pas suivi cette voie. Ils considéraient cela comme un péché. Donc, vous savez, on obtient une image assez différente de celle qui est présentée. L'Iran, en tant que république musulmane dominée par les chiites, a une attitude complètement différente par rapport aux extrémistes sunnites, aux groupes comme Al-Qaïda, aux gens qui faisaient partie de l'État islamique. Leur version de l'islam stipule que seuls détiennent la vérité et que tous les autres qui n'adhèrent pas à leur vérité sont des apostates et doivent être tués. C'est pourquoi ces extrémistes sunnites tuaient des musulmans chiites depuis de nombreuses années. C'est pourquoi, sous la direction de Soleimani, le général Soleimani, les Iraniens sont allés en Syrie pour soutenir Bachar el-Assad contre Al-Qaïda, Daesh, Al-Nosra et les sectes islamiques radicales qui attaquaient les musulmans chiites en les considérant comme de faux musulmans, ainsi que les alaouites, une autre branche de l'islam, et aussi les chrétiens. Donc vous savez, il faut comprendre ce grand mensonge selon lequel l'Iran serait le principal soutien au terrorisme. En fait, si vous regardez tous les actes terroristes, soi-disant terroristes, attribués à l'Iran, ils ont été des réactions à ce que les États-Unis faisaient à l'Iran, des réactions aux attaques américaines contre l'Iran. Et ils ont été... Mais en même temps, comme nous l'avons vu, et je l'ai mentionné avec l'usine de dessalement, une fois, même si nous avons frappé leur usine de dessalement, l'Iran n'a pas répondu de la même manière, parce qu'ils ont reconnu les dégâts potentiels que cela pourrait causer, et des morts inutiles pour d'autres musulmans dans la région, même si ce sont des musulmans sunnites. C'est ça. Oh, c'est une excellente remarque, Larry. Merci pour ce contexte historique. Il remonte toujours au début des années 80 sous Jimmy Carter, puis Reagan. Je veux dire, c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important d'étudier l'histoire pour comprendre le contexte derrière tout ça, même en remontant à Donald Rumsfeld qui a fourni des équipements à Saddam Hussein, lesquels ont ensuite été utilisés comme armes chimiques et tout ça. Je veux dire, c'est le contexte qu'on n'entend pas souvent. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette chaîne YouTube pour pouvoir éduquer plus de gens et essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Larry, je veux te laisser le mot de la fin ici. Et j'aimerais juste te demander comment peut-on trouver ton travail. Je crois que tu as ta propre chaîne YouTube. Tu as aussi une newsletter sur Substack. J'aimerais que tu le dises à notre public pour qu'il puisse te suivre et continuer à profiter de tes analyses remarquables. Oui, vous pouvez me trouver sur YouTube. J'ai un espace qui s'appelle Countercurrents. J'y publie environ une vidéo par semaine, donc ce n'est pas très actif. Ma principale plateforme est sonar21.com, un blog. Mais j'ai aussi une page Substack qui s'appelle Larry C. Johnson Sonar21. Vous pouvez donc chercher ça. Et en fait, ça a vraiment grandi. Je crois que j'ai environ 11 000 abonnés, pas tout payant, vous savez. Seulement un petit nombre paie, mais ce n'est pas grave. Il est essentiel de diffuser l'information pour qu'elle soit reçue. Vous savez, parce que comme vous l'avez dit, regardez. Ce qui s'est passé en 1980, je pense que vous êtes probablement né vers cette époque. Donc vous ne vous en souvenez pas. Mais vous savez, j'étais à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, à ce moment-là. Je m'en souviens. Historiquement, c'est ce qui se passait. Je me rappelle comment nous avons été manipulés et trompés. Donc ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de corriger ça, vous savez, essayer de prendre une direction différente de cette manipulation et de cette tromperie. Le peuple américain, vous savez, je crois qu'au fond,
L'Amérique est composée de gens bien. Ils sont capables de compassion. Absolument. Mais nous avons été induits en erreur par nos gouvernements. Et ce n'est pas seulement Donald Trump. Je veux dire, cela a traversé les époques. Ça a été Trump, ça a été Biden, ça a été Obama, ça a été Bush, et ça a été Clinton. Vous savez, ils ont tous été en quelque sorte les esclaves de l'État profond. Dans ce processus, ils nous entraînent toujours dans des guerres inutiles. Je veux que les Américains en aient assez de la guerre, assez d'envahir d'autres pays. Promouvons la vie. Let's Amen. promote. Promouvons quelque chose qui profite aux gens, au lieu de les sacrifier. Oui, c'est une belle déclaration pour tous nos téléspectateurs. Nous mettrons tous les liens vers le site, la chaîne YouTube et le Substack de Larry pour le suivre. Et Larry, bien sûr, nous avons reçu d'excellents retours. Nous aimerions vraiment te revoir dans l'émission à l'avenir. Restons donc en contact. Et encore une fois, Et j'apprécie vraiment tes analyses. Je suis tout à fait d'accord avec ce dernier message. Je veux terminer notre émission aujourd'hui avec ça. Les gars, on n'a qu'un seul monde dans le monde et on n'a qu'un seul monde, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on trouve un moyen de travailler ensemble, d'accepter nos différences. Nous aurons différentes religions, différentes cultures, différentes nationalités, mais nous n'avons qu'un seul monde. Nous sommes tous des humains. Nous devons trouver un moyen de faire en sorte que ça fonctionne. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut continuer à informer le public américain et mondial sur la situation et œuvrer pour la paix. Merci beaucoup. je t'en prie, merci à toi. Avec plaisir.